consacrer mes occupations et mes nombreuses responsabilités. Je prends le temps de me souvenir de ma ressource la plus précieuse, la plus inestimable, la paix de mon esprit. Je trouve une position confortable et je prends le temps de me détendre. Je relâche toutes les tensions. Puis je me tourne vers l'intérieur. Je me concentre sur mon esprit, cette extraordinaire source subtile de mes pensées. C'est l'outil le plus puissant et le plus délicat de ma conscience. En m'intériorisant, je me rapproche tranquillement de mon essence. Et je découvre que mon essence est la paix, une paix profonde et pure. Une paix naturelle émane de mon esprit comme un parfum. Comme la vibration de cette paix m'enveloppe entièrement. Il m'est très facile d'oublier l'extérieur, de laisser de côté mes préoccupations et tous les problèmes de la journée. Je me réserve ce temps pour goûter au trésor de la paix. Dans la forteresse intérieure de mon univers de paix, je fais grandir mon expérience de cette paix naturelle. Mes pensées ralentissent et je savoure cet instant de paix. Je ressens l'immensité de ma paix. Je suis entièrement imprégné de cette paix naturelle, parfaite, infinie.
Je me sens nourri, rafraîchi, revigoré par la puissance de ma paix. Je profite de ces quelques moments de douce solitude pour me reposer sous le soleil de cette magnifique paix. Je me sens comblé. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Enfin, la vie en rose, hein, c'est... Oups. Elle est belle la vie en rose. Peu d'annonces cette semaine, à part le fait qu'on a une célébration de Noël, comme à chaque année. Ce sera non pas mercredi prochain, mais le suivant, si je ne me trompe pas, dans 2 semaines. Alors, on aura une fête avec... chaque année, on organise un petit moment spécial et on aime bien ressentir la signification de Noël, penser à l'esprit de Noël et qu'on soit... Des fois, il y a des années, on n'est pas trop dans le coup, des années, ça nous plaît. Alors, on essaye de réaligner tout le monde sur un bon esprit de Noël et avoir le plaisir de ressentir l'essence aussi de cette magie-là qui existe. Évidemment, on va se concentrer plus sur l'aspect spirituel que sur les cadeaux. Un thème qui est vraiment intéressant, c'est la notion de comment est ma relation avec ma famille. Alors, je ne sais pas si c'est le thème qui a fait fuir tout le monde ce soir aussi. La plupart des gens sont dit « Oh my God, je ne veux pas qu'on parle de ça. » Mais c'est rarement un lieu de neutralité, la famille. Est-ce que je me trompe? C'est assez polarisant, la famille. Et ça peut être soit très positif en général, ça peut être très bien. Il y a des gens qui aiment beaucoup leur famille, puis ça se passe très très bien, et tout va bien, tant mieux. Puis des fois, la famille, c'est un peu un lieu de remise en question, de boxing un petit peu, avec toutes sortes d'expériences difficiles. Et des fois, la famille peut être aussi des expériences très douloureuses. J'ai remarqué que c'est rarement neutre, la famille. Et on va voir ce soir qu'il y a plein de raisons pour cela. Il y en a qui ont une relation neutre avec leur famille. Ni plus ni moins, juste neutre. Non? On se promène d'un plus au moins. On est plus dans l'un que l'autre. Ça vient du fait que familiarity breeds content. Oui, on va parler de la familiarité justement. Exactement. Les familles élargies aussi. C'est la famille peut créer la familiarité. C'est ça, on va voir que c'est un effet très dangereux, mais très réel aussi. L'approche un peu spirituelle qui est intéressante par rapport à la famille, c'est de peut-être au départ avoir une vue d'ensemble sur combien de familles on a.
Avez-vous plusieurs familles? Combien de familles on a? Et dans quelle famille on se sent heureux, dans quelle famille on se sent moins heureux. Et d'un point de vue spirituel, je dirais qu'il y a 3 niveaux de famille. Il y a une famille très intérieure, très spirituelle, très nouvelle, que peut-être plusieurs d'entre vous n'ont jamais célébrée. Il y a une famille très proche, qui est notre famille, ce qu'on appelle souvent une famille physique, une famille de sang, une famille liée à nos parents, nos frères et sœurs. Et ensuite, la famille étendue, donc qui devient la famille du conjoint, de la conjointe et les beaux-parents. Puis ensuite, quand on se remarie, ben là, il y en a une deuxième. Puis quand on se remarie, ben là, il y a une troisième. Et là, on simplifie pas vraiment l'équation en général. Mais ça reste toujours une ou plusieurs familles, mais d'un point de vue physique. Il existe une autre famille, qui j'appellerais la famille humaine, donc qui est la famille très élargie de la grande famille humaine. Et là encore, on est peu, je dirais, à jour sur cette famille-là. Et on ne la connaît pas beaucoup, très souvent. Et la notion spirituelle, c'est que mon bien-être dans une de ces 3 familles est en fait relié à mon bien-être dans les autres de ces 3 familles. Et que les 3 sont importantes. Et que les 3 sortes de familles vont me créer une possibilité d'avoir la meilleure relation possible dans ma famille, surtout physique, parce que c'est celle-là qui m'est importante. Et c'est celle-là qui est souvent le lieu de sentiments intenses, quoi. C'est très facile d'oublier la famille mondiale, puis la famille intérieure dont je ne vous ai pas encore parlé, et voilà, vous allez voir qu'elle est encore plus floue et complètement théorique, en fait. C'est une famille purement théorique. Alors, prêt pour les 3 familles? Ils font des séries télé, hein, il y avait une série avant, la famille Addams Family, ils l'ont traduit, la famille d'Adam. Tout le monde connaît cette famille-là, non? L'épisode très divertissante, hein? Avec des personnages, on se demande s'ils existent vraiment, puis en fait, plus on la regarde, plus on met les noms de notre famille à nous sur les personnages. Puis on se rend compte que on est tous un petit peu la famille d'Adam, quoi, la famille Addams Family, malheureusement, avec des personnages très, très hauts en couleur. Il y a La Petite Vie qui nous a donné un modèle québécois fabuleux d'une famille harmonieuse, divertissante, très fonctionnelle. Alors, on a plusieurs modèles. Les modèles familiaux des téléséries en général, c'est des familles, mais vraiment qui marchent pas du tout. Et souvent, c'est le modèle qui donne un petit peu, malheureusement, inconsciemment. Les jeunes voient ça et se disent, bon, ben c'est comme ça. Et en France, on a une tradition, je pense, qui est assez courante de familles où il y a comment je pourrais dire, des affaires amoureuses extra-conjugales, très intégrées dans la société, dans la famille. Et moi, j'ai été élevé avec ça, et malheureusement, tu te rends compte que c'est pas normal, mais c'est le modèle qui nous est donné très souvent. Donc, les familles fonctionnelles, les familles heureuses, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Alors, c'est là où on se demande, mais comment on crée? Est-ce qu'on peut vivre bien dans sa famille? Ou est-ce qu'on doit changer de famille pour être bien? Ça, c'est souvent la conclusion de certaines personnes. Ouais, je pense que ça ne marchera jamais dans celle-là. Il faudrait changer de famille et là, on serait bien. Et on sait également qu'il y a une réalité dans laquelle des milliers de personnes ont malheureusement vécu des familles, j'ose pas donner de nom, des familles très douloureuses, quoi, des familles dans lesquelles des drames se sont déroulés et qui semblent être irréparables très souvent. Et on a beaucoup de ces séquelles. On voit des séquelles de familles qui n'ont pas fonctionné et qui ont créé des situations cicatrisantes très difficiles. Et ça aussi, c'est une réalité. Je reviens à la bonne nouvelle, c'est qu'on peut harmoniser les 3 familles et guérir même les plaies les plus profondes qu'on associe à notre famille en allant chercher peut-être un peu d'aide dans les 2 autres familles. Et c'est ça que moi j'ai découvert beaucoup dans le Raja Yoga et que j'ai trouvé vraiment très encourageant. Alors c'est quoi cette famille bizarroïde intérieure que vous n'avez peut-être jamais entendu parler?
Bien, c'est que en spiritualité, on va proposer à un moment donné à chacun de réfléchir et de se demander si on devait se marier à une vertu, laquelle choisiriez-vous? Pas mal, hein? Si vous deviez vous marier à une vertu, laquelle choisiriez-vous? Et en fonction de cette vertu, quels seraient les enfants que vous auriez? Et quelle famille, hein? Une petite polygame. Polygame. C'est autorisé. C'est autorisé, c'est autorisé. C'est une figure de style, c'est une idée comme ça, mais on a notre dirigeante des Brahma Kumaris qui est très drôle parce qu'elle nous dit souvent, moi j'ai marié la vérité et on a eu 2 enfants, la paix et le bonheur. Et on est une famille heureuse, on est une famille très fonctionnelle. Et pour moi, la vérité, je trouve que c'est un peu trop absolu ou c'est contestable. Et j'ai plutôt opté pour l'authenticité. Et je me suis souvent dit qu'en mariant l'authenticité, mes enfants pourraient être à la paix et l'amour. Ça, c'est les 2 vertus que je trouve importantes dans une famille. Et bien sûr que l'expérience que je ferais serait le bonheur. L'idéal, c'est quand l'harmonie est dans la famille, ben le thème, c'est être heureux dans sa famille. Donc le bonheur vient par la suite. Mais je me dis des fois, en fait, la valeur que j'aimerais marier, c'est l'authenticité. Et je vous invite à chercher au cours des prochains jours, si vous deviez marier une vertu en particulier, mais vous avez le droit d'en marier plusieurs, quelle serait la vertu que vous aimeriez marier? Et ça veut dire qu'on fait un vœu avec cette valeur-là. Comme on ferait dans un mariage, je veux dire, ben écoute, je t'ai choisi, tu m'acceptes ou tu me choisis, et on va essayer de faire une vie commune. Puis on va vivre ensemble. Puis tu seras mon conjoint, ma conjointe, mon amoureux, mon amoureuse, mon amour. Mon père a sorti quelque chose de très beau à ma sœur qui lui dit « Ah, ben j'ai un amoureux. » Il dit « Non, non, tu n'as pas un amoureux. Un amoureux, on peut en avoir tous les jours, ça. Mais tu as un amour. » Et il disait « Ça fait une grande différence. » Puis nous, on se disait, disons, le papy, là, il assume, hein, il est bon. Il a une bonne idée. Petite finesse d'esprit de dire « C'est peut-être pas un amoureux, c'est un amour. » Et j'aimais bien la nuance. Donc, on a des relations amoureuses. Et si on devait être amoureux d'une valeur, d'une vertu, c'est laquelle ce serait? Et c'est intéressant parce que c'est un engagement. Et c'est un engagement dans lequel on sent qu'il y a une réciprocité. Et si on s'engage dans une relation amoureuse, en général, c'est parce que, 1, on aime l'individu, et 2, on se sent aimé. Et on tient à cet amour bilatéral, dans un sens, qui va dans les 2 sens, non? Alors, je vous invite à réfléchir à la valeur qui vous paraîtrait une valeur fondamentale pour vous, qui vous guiderait dans... Et elles sont bien ces valeurs parce qu'elles peuvent être interchangeables à un moment donné. Donc, sans être polygame, on peut faire 3 ans avec une valeur. Puis dire, ben écoute, on a été heureux, j'en ai trouvé une autre qui est pas mal. Et puis, c'est pas grave, il n'y a pas de divorce à ce moment-là. On reste très bons amis, puis les enfants peuvent vivre, c'est très fait sur mesure. Vous pouvez vous amuser à faire sur mesure vos mariages intérieurs. Il n'y a pas de loi négative à ce niveau-là. Mais c'est intéressant de se dire, avec telle valeur, qu'est-ce que j'aurais envie de créer? C'est quoi le fruit de cette relation? Et pour moi, l'idée était que l'authenticité va vraiment, me rendre en paix avec moi-même. La paix que j'aurai, c'est une paix avec moi. Et l'amour qui sera créé sera un amour avec les autres. Et la relation que je reconnaissais dans l'authenticité, c'est celle qui me permet de sentir que, je n'ai pas à mentir, je n'ai pas à prétendre, je n'ai pas à éviter une identité non plus. L'authenticité, c'est qu'on l'accepte telle qu'elle est. Et on n'essaye pas de la déformer ou de l'amplifier ou de la cacher. Donc l'authenticité, c'est d'accepter d'exprimer le soi tel qu'il est, sans le distorsionner, le déformer, l'exagérer ou le cacher. C'est ça, non? Et cette authenticité-là, elle est elle n'est pas évidente. Parce que si vous vous observez, enfin moi, on n'est pas tous pareils, mais souvent, quand les gens nous font parler de soi, notre authenticité est mise à l'épreuve. Pas qu'on veut être non authentique, mais on va facilement, je parle pour moi,
oups, à négocier quelle portion de moi j'affiche. Non? Et on va afficher portion vulnérable, et des fois, pourquoi on l'affiche vulnérable? Parce qu'on est en fait en train de manipuler un petit peu la relation. En étant vulnérable, en affichant notre vulnérabilité, on cherche l'approbation de l'autre. Donc, c'est de la manipulation. C'est pas de l'authenticité. Et c'est là où ça devient intéressant, des fois, de s'observer dans la façon dont on présente le soi. Et comment on présente le soi face à quelqu'un qu'on connaît bien versus face à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Évidemment que c'est normal quand on rencontre quelqu'un pour la première fois de ne pas étaler toute notre vie au premier jour comme ça sur la table. C'est normal. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique si on ne fait pas ça, au contraire. Mais l'authenticité, c'est cette acceptation de soi tel qu'on est, sans le distorsionner, sans l'exagérer, sans chercher à l'améliorer ou le cacher ou l'éviter. Et c'est là où, après, c'est une question de respect. L'authenticité vient avec le respect de soi, l'estime de soi, confiance en soi. Donc, on gère notre façon de se présenter aux autres dans ce contexte-là. Mais souvent, je me demandais, est-ce que j'ai vraiment une authenticité constante? Est-ce qu'elle est toujours là? Ou est-ce que des fois, par peur, par découragement, par fatigue, par manque d'estime de soi, j'ai tendance à vouloir peut-être mettre le véritable soi en retrait, pour être un petit peu, avoir peur un petit peu de le présenter, d'être soi-même. Parfois, le soi, il est tout simplement invisible à soi-même. On ne sait plus qui on est. On se demande vraiment, est-ce que je suis si bon que ça, si mauvais que ça? On se perd un petit peu. Et l'authenticité, elle est difficile à exprimer constamment. Mais je me suis dit, si j'arrive à garder ce lien d'authenticité le plus possible, ça va générer cette paix envers moi-même. Parce que c'est la fondation de la paix, c'est d'abord être en paix avec soi-même. Et quand on est en paix avec soi-même, c'est facile d'être en paix avec les autres. Et cette paix envers soi-même va me permettre aussi, ultimement, d'exprimer de l'amour envers les autres. Parce que si j'ai pas d'authenticité, pour moi, si j'ai pas de paix avec moi-même, l'amour que je vais exprimer envers les autres, il est toujours un petit peu conditionnel. Il n'est pas gratuit, il n'est pas naturel. Il est toujours, j'ai toujours peur de moi-même, donc l'amour que je vais exprimer auprès des autres va être plutôt un amour qui va venir renforcer ce que j'espère être moi-même ou ce que j'espère afficher de moi-même. Ça devient un amour un peu compliqué où on aime les autres et on donne de l'amour dans la mesure où il confirme une image qui me plaît de moi-même. Le moment où la personne me critique, non, ça j'aime pas, j'arrête de donner de l'amour. C'est plus l'amour inconditionnel. Mais si je suis authentique, puis quelqu'un me critique, j'ai pas à me défendre, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à m'effacer. Je suis authentique, qu'est-ce que je peux faire? Et dans ce sens-là, après, l'amour qu'on va offrir aux autres, il sera un peu indépendant du fait qu'ils m'aiment ou pas, qu'ils me louangent ou qu'ils me critiquent. Alors, je vous invite à trouver votre famille intérieure très simple. 2 enfants, enfin vous pouvez en avoir plus aussi, ça c'est, chacun peut choisir combien, mais à gérer 2 c'est déjà pas mal. Et en fait, l'idée c'est pas d'être trop compliqué, c'est juste de comprendre que on a un fonctionnement de base qui est simple, des valeurs qui sont simples. Et pour moi, les valeurs auxquelles j'aspire seraient par exemple la liberté. Pour moi, ça c'est une valeur que j'espère toujours obtenir davantage. Mais je n'ai pas choisi de la marier parce que je trouve ça plus compliqué pour moi de pratiquer la liberté, qui est plus une acquisition, qui est plus le fruit de. La liberté, pour moi, c'est plus le fruit de. Je gagne ma liberté. L'authenticité, je ne la gagne pas. Je dois l'appliquer. C'est une application primaire pour moi. Être authentique, c'est mon choix personnel. La liberté, c'est compliqué la liberté. Être libre de ses négativités, de son passé, tu vas la gagner ta liberté, on la gagne sa liberté. L'authenticité, c'est une valeur de base, pour moi en tout cas. D'autres vivront ça peut-être différemment.
Et dans ce sens-là, je me disais, le but de cet exercice, c'est juste d'établir en fait un fonctionnement intérieur qui est clair pour nous, puis qui est un engagement personnel. Et si on vit bien un rapport, je pratique une valeur et je reçois en retour d'autres valeurs, ben ça c'est la base d'une famille. Et dans une famille, c'est j'épouse des gens, un conjoint, une conjointe, mais en fait on est avec une famille de plus en plus grande. Et l'idée c'est, si je l'épouse, qu'est-ce que je vais gagner comme autre valeur? Qu'est-ce que ça va produire comme autre valeur? Donc ça change un peu la dynamique. Si on regarde une famille physique juste d'un point de vue qui m'est imposé, voilà mes parents, voilà mon conjoint, voilà mes enfants, voilà ma belle-mère, voilà les oncles, et cette famille-là me rend heureux ou pas, ben on est dans une dynamique de se faire imposer une famille. Puis vous allez me dire, ben oui, mais on n'a pas le choix, c'est ça notre famille. Je dis oui, mais on l'a quand même marié, le conjoint. On a eu nos enfants et on les a élevés, nos enfants. Ou on a eu des parents, puis on a été impliqué dans la relation avec les parents. C'est jamais la faute qu'aux parents. Peut-être que j'ai pas été l'enfant non plus facile. On a tous une part de responsabilité dans l'éducation de soi-même. Alors, la famille qu'on a, dans laquelle on vit, oui, elle est là, on ne peut pas vraiment la changer, elle est là. Nos parents sont nos parents, on ne les changera pas. Nos enfants sont nos enfants, on ne les changera pas. Mais comment je vais créer mon existence, ma qualité de vie dans cette famille? Ben ça, on peut changer à tout moment. Ça, c'est changeable. Et je peux souffrir dans ma famille jusqu'à la fin de mes jours. Et le défi qu'on va proposer en spiritualité, c'est de dire non, on n'est pas obligé de souffrir toute notre vie à cause de notre famille. Peu importe ce qui s'est passé dans notre famille. Les pires comme les meilleures choses qui se soient produites, je peux aujourd'hui transformer comment je vis avec ça. Et moi, je l'ai vécu, j'ai vu ça dans plein de familles. On travaille avec des gens qui changent ici leur relation avec leur famille. Les pires relations peuvent changer. Pas toujours, mais ça peut changer. Au pire, je peux retrouver une neutralité face à ma famille. Ça veut dire une attitude dans laquelle je ne serai ni victime, ni l'infirmière de service qui essaye de guérir tout le monde. Je serai neutre. Et au pire, ma famille sera un fait accompli, puis on vivra comme adulte en disant, écoute, moi, ma famille, ça n'a pas trop marché, mais ça va, j'ai fait la paix avec ça, puis c'est neutre. Puis maintenant, j'ai autre chose, puis je fais autre chose. Au pire, ça peut être ça. Mais au moins, c'est réglé. Et ce qu'on essaye d'éviter, c'est que la famille reste un pôle d'attraction, négatif surtout, jusqu'à la fin de nos jours. Moi, le souhait que j'aurais pour tout le monde, honnêtement, c'est de pouvoir accomplir dans notre vie l'état d'être dans lequel on aime notre famille, on est en harmonie avec tous les membres de notre famille, ou au pire, ou au mieux, je ne sais pas, on a réussi à être en paix avec tous les êtres de notre famille. Et la raison pour laquelle on le souhaite à tout le monde, c'est parce que nous, on a une théorie, une philosophie particulière dans le Raja Yoga, et qui veut répondre à la foutue question, dont on les a choisis, nos parents, ou pas? Comment ça se passe quand on est dans le ciel puis qu'il faut atterrir, là, quand l'âme doit rentrer dans un corps? C'est un supermarket avec un étalage de parents disponibles. Et puis on vous annonce, il y a un spécial au Canada en ce moment, il y a 12 000 parents qui sont prêts, là, ils attendent, vous pouvez choisir, il y a une catégorie Westmount, il y a une catégorie Hochelaga, il y a une catégorie Rocky Mountain, vous pouvez choisir, parce que c'est un choix comme ça qu'on a, on flotte dans les airs, puis tu choisis, tu négocies, Dieu est impliqué peut-être éventuellement. C'est ça le modèle? Comment ça se passe? Pourquoi on est né dans telle famille plutôt qu'une autre? Et ça, évidemment, il y a toutes sortes de concepts et de théories à ce niveau-là. Et la théorie Raja Yoga, qui encore une fois est un échafaudage, qu'on est libre d'utiliser ou pas,
Et ultimement, c'est pas l'échafaudage qui est important, c'est qu'est-ce que ça va me permettre de vivre. On s'entend? Donc le modèle qu'on va choisir dans nos croyances, moi j'espère qu'il est plus ou moins vrai, celui que j'ai choisi, mais au pire, s'il n'est pas vrai, c'est pas si grave. Parce que dans mon cas, moi, il m'a aidé à changer énormément ma relation avec la famille pour le mieux, et aujourd'hui, j'en suis extrêmement satisfait. Et le modèle qu'on propose est le suivant, c'est qu'en fait, on ne choisit pas du tout notre famille, mais on est attiré par une famille en fonction de nos liens passés avec ces mêmes âmes. Et l'idée qu'on propose dans l'Raja Yoga, c'est qu'étant donné qu'on adhère à une théorie de la réincarnation, on dit que les âmes se promènent dans l'éternité, hein, et quand on vit avec des gens, on quitte ces gens-là, dans l'avenir, soit la prochaine ou plus tard, un jour ou l'autre, il y a un effet d'aimant qui s'effectue, qui nous ramène à cette famille-là. Et souvent on dit la raison pour laquelle on est avec les gens avec qui on est dans notre famille, c'est parce qu'on a des liens karmiques avec ces gens-là. Ces liens karmiques, ces liens d'action, peuvent être positifs ou négatifs, ou un mélange des deux très souvent. Explique donc, si tu peux, comment une famille d'accueil peut être ce genre de choses. Parce qu'on a aussi des liens karmiques, même la question étant avec des familles d'accueil, parce que même avec une famille d'accueil, ça reste la même chose, ce sont des liens karmiques. Et dans cette vie-ci, peut-être que la famille d'accueil a eu déjà des enfants, en veut d'autres, a une motivation humanitaire autre, mais le lien karmique est le même. Que ça passe par le ventre ou par le bureau d'adoption, c'est la même chose. C'est qu'on est attiré vers les âmes. Et c'est la même loi qui nous amène nos meilleurs amis, nos pires ennemis, nos patrons des fois. On a des liens karmiques avec pas mal de monde. Il y a des liens karmiques qu'on va appeler même collectifs. Pourquoi un peuple va vivre une chose collectivement? Pourquoi on est lié à un peuple collectivement? On peut s'intégrer dans une société et ne pas être lié karmiquement avec cette société. Vous pouvez très bien vivre au Québec, puis toutes les modes vont vous passer devant le nez, puis vous dites, moi, je suis québécois, mais je ne me sens pas lié à porter le drapeau québécois puis aller dans toutes les batailles. Non, Qu'est-ce qui fait qu'une personne va porter un drapeau et vivre ça? C'est son lien karmique avec la communauté. Et l'idée qu'on développe, c'est qu'en fait, tout le karma devient ce qu'on appelle le drama. Donc tout le karma, l'action, devient le drama, la pièce de théâtre. Et nous, on dit ce qu'on vit dans notre vie, c'est souvent le fruit de nos actions, bonnes et mauvaises. Ça, c'est pas très populaire. Les gens n'aiment pas beaucoup ça, parce que ça veut dire que si je vis quelque chose de pas agréable, ça y est, je suis coupable. J'ai fait quelque chose, donc je vis ça. Donc, en général, les gens préfèrent dire, moi, cette théorie, non, j'y adhère pas, parce que ça implique une certaine imputabilité dans ce qu'on vit. Nous, on dit, ok, peut-être que c'est pas ça, mais si jamais la loi du karma veut que pour chaque action que je fais, il y aura une résultante. Et ça, nous, on dit, on ne peut pas y échapper. Chaque action a une réaction égale et opposée. Il est impossible de faire le bien et de ne pas recevoir le bien, ou de faire le mal et de ne pas recevoir le mal. Quand on donne le cours sur la loi du karma, c'est assez compliqué. C'est pas juste simpliste comme ça. Il y a des formules simples. Tu récolteras ce que tu as semé. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la formule un peu plus biologique. Il y a des expressions dans toutes les cultures de la loi du karma. Savais-tu que œil pour œil, dent pour dent, c'est de Moïse? Ah oui, il y avait de bonnes raisons. C'était de son époque aussi. Il était... Ok. Alors, la notion de karma, elle n'est pas très populaire. Pourtant, elle est très libératrice. Parce que si on accepte que ce qui nous arrive est aussi la meilleure chose qui puisse m'arriver pour me permettre de régler mes choses du passé, et c'est aussi la meilleure chose qui puisse m'arriver pour me permettre d'apprendre ma leçon et de passer à un autre niveau. Et dans ce sens-là, nous, on va dire qu'on ne juge pas ce qui arrive à quelqu'un comme étant
une définition de ce qu'est l'être. C'est-à-dire, si quelqu'un vit le mal, nous, on ne va pas dire « Ah ben, t'es une mauvaise personne ». Non. Tout le monde doit récolter les pommes pourries puis les pommes savoureuses. Tout le monde va recevoir des fruits positifs et des fruits négatifs de ce qu'il a fait. La forme de la souffrance, la forme du malheur, la forme de la malchance que chacun reçoit, va être la meilleure pour permettre à cette personne de vivre quelque chose et de passer à autre chose. Et souvent, on va se rendre compte que des gens qui vivent une situation négative peuvent essayer de régler cette situation négative par la force, la justice, on pousse, on forme, c'est pas normal, ça devrait pas m'arriver, je refuse, on se plaint, on essaye. Ok, on le règle, ça revient encore, sous une forme ou une autre. Et la loi du karma est implacable, on ne peut pas l'éviter. Dans la théorie, en fait, la philosophie du Raja Yoga, et dans bien d'autres théories, bouddhistes, hindouistes, chrétiennes aussi, sous une certaine forme. Et la notion, c'est de dire que, quoi qu'il arrive, c'est ma vie, c'est moi mon tracé, moi ma destinée, ma vie, elle est tracée de façon très personnalisée. Il n'y a rien qui arrive pour rien, et si quelque chose m'arrive, je suis pas étranger à la raison pour laquelle ça m'arrive. Et j'ai le choix dans le moment présent de l'ignorer, de le rejeter, de le contester ou de l'accepter. Notre suggestion est souvent de dire ça vous arrive, c'est très dur d'effacer ce qui arrive. Le mieux c'est de l'accepter, puis de se dire à partir de là, c'est quoi mes meilleures options? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Ça m'arrive, qu'est-ce que tu veux? Des gens s'engagent dans un couple en espérant évidemment le meilleur, sans savoir que 10 ans plus tard, ce couple va virer au vinaigre, puis va devenir extrêmement toxique, dangereux, et peut détruire l'individu, un ou les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on l'a créé, là, c'est nous qui nous sommes engagés dans ce couple-là. Ok, on ne savait pas, ok, il y a des raisons, ok, il y a des torts de part et d'autre, mais une fois qu'on est devant un fait accompli il y a une crise, il y a le feu qui a pris, ben, on éteint le feu, on fait les bons choix. S'il faut sortir du couple, ben on sort, puis on accepte que c'est ça, puis que c'est pas... je faisais une étude récemment sur le divorce, etc., puis je me souviens, moi, très jeune, que c'est vrai, j'avais complètement oublié ça, que dans le village où j'étais élevé, une personne divorcée était comme... c'était pas bien vu. C'était vraiment... une personne divorcée, c'est comme de dire qu'elle avait une maladie, pas une bonne maladie. C'est ok, c'est pauvre, hein, c'est pas bon. Hein. Le divorce, c'était considéré... Parce que c'était religieux, hein, c'était, chez les catholiques, nous, le plus gros bâtiment de tous les villages, ça a toujours été, c'est l'église. Hein. Maintenant, les banques font concurrence à l'église. Elles sont presque aussi belles que les églises, mais à l'époque, non, l'église, c'était la loi. Puis le divorce, c'était pas bien vu. Il était refusé. Même refusé. Aujourd'hui encore, le pape refuse d'offrir la communion aux gens divorcés. C'est quand même incroyable. Tu te dis, mais ça, c'est des valeurs religieuses qui ont sans doute des origines louables, mais une application aujourd'hui est difficile. Alors, tout ça pour dire que devant une situation difficile dans un couple, c'est compliqué de gérer ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'attitude positive? Alors, la gestion de mon bien-être ou de mon bonheur dans la famille, on est obligé de comprendre le lien karmique. C'est-à-dire que je vis une situation dans ma famille qui est en relation avec peut-être ce que j'ai vécu dans le passé, avec ces mêmes âmes-là ou d'autres, mais je retrouve un scénario qui est là parce qu'il est dans ma destinée, il est dans ma trajectoire. Alors, on a plusieurs options. Accentuer la négativité et envenimer encore plus la situation, ou essayer de la régler. Et c'est là où la spiritualité est extrêmement importante, parce que... L'autre option, s'en aller. L'autre option est s'en aller aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on règle notre problème. On fait juste le reporter, des fois. Mais oui, bien sûr, s'en aller peut être aussi une solution très positive, qui peut se faire très respectueusement, peut-être dans l'art et dans les bonnes façons de le faire. Mais la notion est de se demander comment est-ce que je vis
cette relation et qu'est-ce que j'essaie d'y apporter. Et dans la complexité des relations familiales, ce qu'on va trouver, c'est qu'il y a beaucoup de familiarité, il y a beaucoup de jugement, il y a beaucoup d'abus. Pourquoi? Parce qu'on se pense on se croit tout permis. Moi, je me souviens, parce que c'est ma sœur, surtout la plus jeune, si elle est plus jeune que moi, en tant que frère, c'est comme si j'avais le droit d'être un peu, hein? Macho. Un peu macho. Avec ma sœur aînée, moins, mais c'est sa sœur aînée. D'où ça sort, ça? C'est quoi ce genre de valeur? Et après, on en paye on en paye le prix après. Parce que c'est tes frères et sœurs, on a le droit de parler comme on veut, avec des mots désagréables, avec des insultes, avec des familiarités, un abus physique, verbal. Ça vient des parents. Ça vient des parents. Ça vient des parents ou de la télé. Les parents l'ont reçu de la société. Parfois pas ça. Des fois c'est la télé, des fois c'est l'école, des fois c'est l'entourage. Moi je connais des parents très respectueux, très positifs. Tu regardes les enfants, tu te dis mais voyons, qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est pas. Des fois c'est l'individu qui transporte ça en lui, puis qui n'a rien à voir avec le parent. Sauf que un climat familial peut devenir très toxique. Et dès que l'individu sort de la famille, on s'habille bien, bonjour monsieur, vous allez bien, oui, tout va bien. Et là, on a des règles de politesse, on a des règles de respect, mais on ne soupçonne pas des fois ce qui se passe dans les maisons. Moi, c'est ce qui m'a le plus effrayé dans le métier de journalisme, quand on fait de l'enquête, quand on regarde des fois, quand on reçoit des confessions de gens qui vivent des choses difficiles. Tu te dis, my God, mais comment on en arrive là dans les familles, tu sais? Et bien sûr, tout se passe derrière les portes closes. Puis tu regardes les belles maisons dans les quartiers luxueux, puis tu te dis, waouh, les belles maisons. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur. On espère qu'il se passe de belles choses. Et je suis sûr, dans la plupart des cas, il se passe peut-être des belles choses, mais on sait que une belle maison peut cacher des horreurs. Écoute, j'ai encore vu récemment, je n'ai même pas voulu lire, je ne sais même pas où c'était. Il a enfermé pendant 10 ans, je sais pas, une personne, une domestique suite à la décès de sa femme, il a accusé la servante ou la domestique, il l'a incarcéré pendant 10 ans dans le sol de sa maison. Mais il y a des fous. Les gens, ils vont vraiment des trucs de malades. Des problèmes de couple, d'abus épouvantables. On le sait, la violence conjugale, c'est épouvantable. Puis on n'ira pas là-dedans ce soir, mais c'est grave, tu sais, c'est très, très, très grave. Les enfants abusés, l'inceste, tout ça, c'est dans la cellule familiale. Ben là, on se recommande. On espère que ce n'est pas la majorité, mais ça existe. Et il faut sortir de ça aussi. Ça, c'est compliqué. Des pères abuseurs, des mères abuseuses, il faut gérer ça après. Alors, quand on dit être heureux dans sa famille, c'est un beau sujet, mais il y a des familles dans lesquelles on regarde un sujet comme ça, puis on se dit, oublie ça, mon ami, il n'y aura pas de bonheur dans cette famille. Et le pardon, comment tu fais pour Ouais. quand tu es abusé? C'est sûr. Pourtant, on regarde un peuple abusé aujourd'hui, ce qui est le peuple autochtone au Canada, et l'approche a été de parler de vérité et de réconciliation. Ils n'ont pas choisi dénonciation et pardon. Ils ont choisi vérité et réconciliation. Parfois, ce n'est pas le pardon qu'il faut, c'est juste une réconciliation. C'est déjà énorme. Parce que le pardon, il sera peut-être dans une autre vie. Une autre génération. Une autre génération. Alors, il y a des nuances dans la guérison. Mais je reviens à l'affirmation du début. En spiritualité, nous, on croit foncièrement qu'il est absolument possible pour chaque individu de nettoyer tout ça. Et ce n'est pas nécessaire de le faire avec les autres. C'est un bien, c'est une transformation, c'est un règlement qui est possible de faire individuellement, idéalement avec l'autre. S'il y a eu un problème dans une relation familiale, idéalement, c'est tant mieux si l'autre peut changer. Mais des fois, l'autre, il n'est pas dans un cheminement spirituel. Puis l'autre, il est non, c'est moi qui ai raison, puis, ou même pas là-dedans, quoi. Mais chaque individu a le pouvoir de changer complètement l'impression, la marque qui a été faite par la négativité, l'abus ou autre, et de se guérir
pour passer à autre chose. Moi, ça, j'en suis absolument convaincu. Facile, non. Possible, absolument. Extrêmement beau comme expérience. Et c'est même peut-être, et c'est là où je trouve que c'est, je sais pas comment le formuler, mais même si la situation est désagréable, et plus elle est désagréable, plus elle peut être éventuellement porteuse d'un moment de libération exceptionnel. Et c'est ça qui est beau. Les familles qui vont bien, ou les seuls petits problèmes, bon, c'est des petites chicanes, ok, fine. On va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a quand même aussi un beau volet dans la famille. Mais pour finir un peu sur la famille compliquée qui a fini par un nœud spaghetti douloureux, quand on s'en sort, l'expérience peut être extrêmement gratifiante. Au point où, honnêtement, et on peut se dire des années plus tard, bon, s'il serait à recommencer, non, je ne souhaiterais peut-être pas faire exactement la même chose, mais arriver à un point tel où on se dise aujourd'hui, je regrette rien. Arriver à un point tel où on se dise, c'est peut-être pas le parcours idéal que je suggérerais à quelqu'un d'autre, mais dans mon cas, ce parcours-là m'a appris énormément. Et toute la richesse que j'ai aujourd'hui, ben, je la dois malgré tout au cheminement que j'ai dû faire. Quelqu'un qui a des problèmes d'accoutumance, drogue, alcool, etc., c'est extrêmement douloureux. Et ça, c'est une dysfonctionnalité avec soi-même. Et c'est possible de ne pas s'en sortir. Mais quand on s'en sort, imaginez le degré de libération quand on s'en sort. Quand les gens disent des fois, tu sais, je suis sobre depuis 10 ans, 12 jours, 48 heures, ou, ah non, ça fait 14 jours, donc 10 ans, enfin bref, ils calculent. Ça veut dire que ça a été tellement douloureux qu'on compte non pas ces jours en prison, mais ces jours à l'extérieur de prison. Tellement on célèbre ce bonheur. C'est pas le parcours qu'on souhaite à d'autres, mais dans le cas d'un individu, ça peut devenir ce qu'on doit vivre. Et régler son problème, ben, c'est très, très salutaire. Alors, cette famille-là, elle est compliquée. Maintenant, si la famille est plus harmonieuse, puis qu'on vit bien les choses, le seul danger reste encore toujours la familiarité. Parce que c'est souvent un peu la porte pour la glissade. C'est souvent ça qui fait que tout va bien, puis tout à coup, l'individu dans la famille qui était le plus près de vous, un beau jour, où on s'y attend le moins, devient tout à coup une personne, il y a un gros conflit. Puis moi, j'ai vu dans des familles des conflits surgir très tard, alors que tout le monde est adulte, majeur, vacciné, à 60 ans. Puis c'est à 60 ans qu'on commence à se crêper le chignon. Puis ben voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est une belle relation. Puis elle a glissé. Puis la seule peau de banane, en général, souvent, c'est la familiarité. C'est juste qu'on n'a pas fait attention. Et alors, l'antidote à ça, c'est dans notre famille, de revoir comment est-ce que je veux voir chaque individu de ma famille. Et c'est là où je vais proposer le même marché, qui est d'aller chercher cette relation qu'on a créée en nous, la valeur qu'on a voulu marier, avec les enfants qu'on a produits, puis de se dire, dans ma famille, quelles sont les valeurs que j'ai envie d'aller chercher, avec qui je veux vraiment m'associer, et qu'est-ce que ça va produire. Et on va voir que si on veut produire le respect, l'harmonie, le bonheur, l'amour, le pardon, c'est à chacun de définir de quoi on a besoin dans la famille et quelle valeur je dois marier dans ma famille. Et cette valeur, elle va être très fondamentale. Et il faut voir chez les autres membres de notre famille, les qualités de chacun bien sûr, mais quelle sera la ligne directrice dans ma famille pour que je puisse avoir ces valeurs-là. Et je vous donne un exemple. Si vous décidez d'un point de vue familial de dire, en fait, moi je dois marier le non-jugement, parce que vous vous rendez compte que si vous êtes dans une situation toxique dans une famille, ok, vous pouvez faire la longue liste du tort vers le père, vers la mère, vers l'autre. Mais vous, c'est quoi votre attitude? C'est une attitude de jugement? Est-ce qu'on est dans le jugement tout le temps? Puis vous allez me dire, oui, mais à juste titre, c'est épouvantable. Ok, mais ça n'empêche que vous êtes dans une attitude de jugement. Oui, mais il y a des atrocités. Oui, mais toi, tu es dans le jugement. Puis ton jugement n'est pas mauvais, mais tu es dans le jugement. Et ton jugement veut dire non-acceptation. Puis ton jugement veut dire arrogance, colère, rejet, égoïsme. Mépris.
Mépris. Mais t'as raison, il dit des atrocités, mais t'as un non-jugement. Donc le non-jugement est très fort. Êtes-vous capable, sommes-nous capables de vivre dans notre famille plus ou moins fonctionnelle, puis de dire, tiens, moi je vais marier la valeur de non-jugement. Ça veut dire que j'arrête de faire la guerre. Je dépose les armes. Ça va prendre un certain temps avant que les autres se rendent compte que, écoute, t'as arrêté de te battre, toi. Et peut-être qu'on disait rien. Peut-être que même on n'était jamais dans l'agressivité, mais on était dans le jugement. Et ce jugement était un blocage mental pour nous permettre d'aller plus loin dans la relation avec l'autre. C'est loin de l'authenticité, ça. C'est loin de l'authenticité. Quoi donc? Le non-jugement. Non. Non. Non, je peux être non-jugement et être authentique. Parce que mon authenticité, c'est je suis non-violent, je cherche le bien. Je cherche à vivre le bien. Le jugement, c'est pas être authentique. Le jugement, c'est être en réaction. Ça veut pas dire que je suis authentique. C'est subtil, hein? L'authenticité, d'abord, il est dur à prononcer. Et puis, l'authenticité, c'est pas évident. Hein? Mais ça veut pas dire que... Parce que ce que tu sous-entends, c'est je suis en colère, je frappe quelqu'un, puis je dis, ben voilà, j'ai été authentique. Non, j'ai été violent. C'est ça la réalité, j'ai été violent et c'est pas authentique. Authentique par rapport à quoi? Tu as été authentique par rapport à ta colère. OK, mais c'est pas de l'authenticité spirituelle. Parce que ton fond profond, c'est quoi? C'est de pas vouloir faire du mal au monde. On a tous en nous cette petite voix intérieure qui nous dit, mais non, on va pas, on n'est pas sur Terre pour battre les gens. On a peut-être adopté ce comportement pour se protéger, mais c'est pas qui on est vraiment. On n'est pas ça vraiment. Ça, je le crois. Alors, la valeur qu'on va marier dans la famille, c'est ça qui devient intéressant. Puis elle est en lien avec notre famille intérieure. Parce que ce qu'on veut, c'est une famille intérieure, authenticité ou autre, bonne paix et amour. À vous de trouver votre recette. Mais ensuite, c'est quoi la recette dans la famille physique? Et ça, c'est intéressant parce que c'est là où la guérison va venir. Ou, si ce n'est pas une guérison, le soutien pour la permanence du bonheur, pour éviter que le bonheur dérape. Et là aussi, il faut des valeurs fortes. Peut-être que dans une famille où tout va bien, peut-être que la valeur qu'on veut marier dans la famille, c'est le détachement. En se disant, oui, je les aime tous, mais là, attention, là. Ne sois pas trop attaché parce que, un, tu vas souffrir en tabarouette quand tu vas perdre ces membres-là, qui malheureusement, ça va se passer un jour. Et deux, cet attachement risque de faire en sorte qu'un jour, wow, ça peut facilement devenir conflictuel. Alors, le détachement est bon. Ça ne veut pas dire que je vais les aimer moins, pas du tout. C'est juste que je me prépare, je prends un petit peu de détachement. Et le détachement va faire en sorte que le bonheur de la famille n'est plus ce dont je suis dépendant pour mon bonheur personnel. Donc, je suis heureux dans la famille, mais si je ne suis pas dans la famille, je suis heureux aussi. Et si ce n'est pas le cas, mais quand on n'est pas dans la famille, on se trouve dans une situation où on dit « Ah, tu me manques tellement. Ah, puis je peux... » Puis là, on souffre dès qu'on n'est pas là-dedans. Là, c'est plus positif. On est heureux dans la famille, mais on n'est plus capable d'être heureux quand on n'est pas dans la famille. C'est pas fonctionnel non plus, ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Que le trop de bonheur qu'il y a dans la famille a fait en sorte que j'en suis dépendant, puis dès que je suis plus là-dedans, oh, j'en manque, puis tu me manques, puis qu'est-ce que tu as fait, puis tu m'as pas appelé avant-hier. Ben, lâche-moi, là. Ah oui, mais moi, je suis heureux dans la famille. Oui, mais peux-tu être heureux quand tu n'es pas dans la famille? Parce que là, tu commences à être très exigeante par rapport à la famille. Peut-être que nous, on est heureux dans la famille, mais peut-être que la famille n'est pas heureuse avec nous. Ça, il faut vérifier aussi. Donc, c'est des valeurs qu'on doit épouser. Et on doit se demander, si j'adhère à une valeur au sein de ma famille physique, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Et qu'est-ce qu'elle va apporter à la famille? C'est vrai? C'est le même fonctionnement que l'autre. Puis finalement, dans la grande famille du monde, c'est la même chose. C'est que si on n'a pas créé de lien avec le monde entier, c'est malheureusement souvent parce qu'on a un peu perdu dans nos propres petites familles intérieures. On n'a pas l'espace, on n'est pas... On regarde ce qui se passe, puis on regarde les journaux, puis c'est toujours loin de nous, puis... OK, les trucs de quartier peut-être, mais on n'est pas... pourtant, tous les individus, on répond dans des situations. Je me souviens
au 11 septembre, quand les avions ont frappé les tours à New York, combien de centaines d'avions ont été détournés parce qu'ils ne pouvaient plus atterrir à New York. Puis on connaît les histoires. Ils ont été en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Et il y a des histoires invraisemblables d'entraide qui se sont créées à ce moment-là. Des gens, écoute, littéralement, un avion est tombé du ciel, puis les gens dans les petits villages près d'Halifax et autres, écoute, ils vivaient leur vie très paisiblement, puis un beau jour, tiens, des avions arrivent, puis mon Dieu, il y a 3000 personnes, tout à coup, il faut aider. Puis des gens se sont retrouvés du jour au lendemain à sortir de chez eux, puis à amener des couvertures, puis à aller rencontrer des gens, les inviter chez eux, parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. Il y a plein de gens qui ont été hébergés chez les individus. Puis les gens canadiens disent après, ça a changé leur vie. Ils n'avaient jamais fait ça. Avoir un Polonais qui débarque chez toi, qui parle même pas ni français ni anglais, bon, tu fais quoi avec un Polonais à la maison? Tu joues de la polonaise, tu joues du Chopin, tu fais quoi avec un Polonais? Je sais pas, moi. Tu cuisines quoi pour un Polonais? J'ai jamais de Polonais chez moi, moi. Non, Hey, ça veut dire des Russes. ou des Russes, ça fait peu importe, mais tu choisis pas. Ils t'ont mis moi. Le patron. Hey, un Polonais chez soi, ça change ta vie, ça. C'est une grande révolution. Une révolution polonaise à la maison. Quand tu es dans un petit village au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Mais ils ont dit que ça a été transformateur. Ça leur a fait comprendre, hey, j'ai une famille mondiale. Puis alors qu'on n'avait jamais fait de lien avec la Pologne un jour, puis aujourd'hui, ils sont encore en lien. Ils sont venus, des gens sont revenus d'Irlande, de pays étrangers. Ils sont revenus 10 ans plus tard, revisiter les gens qui les avaient accueillis. Tu te rends compte? L'avion qui a été détourné, toi, tu allais à un party de Noël, non, pas le 11 septembre, mais tu allais à un party de quelque chose le 11 septembre. Ton avion est détourné, t'es pas content, qu'est-ce que tu veux? Puis non seulement t'es pas content, tu vas être coincé là pendant 2 semaines. Parce qu'ils ont été coincés longtemps, ces gens-là. Alors, mais finalement, ce détour devient un cadeau de la vie, puis ils rencontrent une famille, puis c'est un lien, puis au point que 10 ans plus tard, ils reviennent voir ces gens. C'est magnifique. Mais ça, c'est la famille mondiale. Mais on les fait pas, ces ponts-là. Moi, quand j'étais jeune, je sais pas si c'était comme ça avec vous, on avait des correspondants à l'étranger, à l'école. On nous créait, comment on appelait ça, des échanges. Il y avait un nom pour ça. J'avais un correspondant, un correspondant à l'étranger ou il y avait un terme pour ça, un petit frère. Avec lettres. Oui, on écrivait des lettres. Hey, j'ai jamais repensé à ça. On écrivait des lettres, puis il y avait un nom pour ça. On avait des frères ou un frère étranger ou quelque chose comme ça. C'était étranger, tu sais. On essayait de nous inculquer. Ta famille, elle est mondiale. Tu as des frères et sœurs partout dans le monde. Et nous, on cultive ça beaucoup en spiritualité. De dire, faut s'ouvrir au fait qu'il y a une famille mondiale. Puis que les gens ne sont pas des étrangers. Et moi, récemment, j'essaie de voir combien je suis moi-même fermé des fois à l'étranger, à l'autre. La peur de l'autre. Je travaille en ce moment avec des musulmans qui m'expliquent combien pour eux, la réalité, c'est quand tu arrives au Canada, de gérer la peur de l'autre et la peur de l'autre envers toi. Puis pour eux, c'est ça le gros truc. Surtout si une femme arrive, elle est voilée, elle me dit, c'est ce que je ressens tout le temps. La peur dans le regard de l'autre. Je comprends pas. Puis une accusation, un jugement, etc. Puis elle dit, mais tu vois le voile. Et elle a la peur de l'autre. D'ailleurs, on remarque ça, là. Je viens du Maroc. J'étais surpris, comme les femmes voilées, de flirter quasiment. Tandis qu'ici, là, tout le monde a peur l'un de l'autre. Mais là-bas, elles ne sont pas conscientes du voile. Non, elles ne sont pas conscientes. Ici, on est conscient du voile. Ouais. C'est ça? Réjection de l'autre. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer notre famille mondiale? Comment... Et là encore, c'est une question de valeur. C'est quoi ma valeur qui m'unit à la famille mondiale? Parce que c'est dans la compassion, c'est dans la bienveillance, c'est dans la volonté d'aider, la volonté de servir. Et si on n'est pas impliqué dans une plus grosse famille, c'est comme si on reste un petit peu limité. Alors, j'ai un peu de temps, disons, ça a passé super vite, mais j'espère que c'est pas trop théorique comme truc. L'idée, c'est vraiment de dire, ces 3 familles-là, il y a un lien entre les 3. Et si je mets de l'attention dans la famille mondiale, si je mets de l'attention dans ma famille intérieure, ma famille physique, elle sera une dans les 3. Il y aura une autre dimension.
Et je pense qu'il y a un équilibre plus facile à faire. Je ne suis pas de tous les œufs dans le même panier. S'il n'y avait pas la belle-mère. Ça, c'est un sujet à part. La belle-mère, c'est une heure complète sur la belle-mère. D'ailleurs, on va le mettre à l'horaire un mercredi soir. Heureux avec la belle-mère, ok? On fait ça? On invite les belles-mères. On fait une soirée de belle-mère. Ce sera pas mal, ça. Les belles-mères. Ok, allons-y, alors. On clôt avec quelques minutes de méditation. Alors, on prend le temps d'être bien installé physiquement. Essaye de bien respirer profondément. Juste ressentir qu'on donne une énergie très positive à tout le corps. On prend le temps de se concentrer au centre du front. Et tout en gardant les yeux ouverts, on est conscient de la salle dans laquelle on se trouve, des gens qui sont autour de nous. Juste tout en respirant, on a le sentiment d'appréciation pour le moment qu'on vit en ce moment. Juste de se dire qu'on est bien ici. Et de reconnaître qu'on a pris quelques instants pour se faire du bien. Et qu'en fait, méditer, c'est simplement se faire du bien. C'est s'injecter des pensées puissantes. C'est voir ce qu'il y a de mieux en nous, dans la vie. Et de ressentir des sentiments plus nobles. En fait, quand on médite, c'est un peu comme si on nettoyait notre âme. Et tout en ressentant cette pression très douce à l'intérieur de soi. Au centre du front. Juste ressentir cette pression comme une petite lumière, une énergie qui est là, l'énergie de l'âme. Comme si j'arrivais à voir cette âme qui brille. Et je me dis que le premier pas pour être heureux dans la vie, c'est simplement de savoir accepter. Accepter ce que je suis. Accepter ce que sont les autres. Et accepter ce que je vis en ce moment. Parce que je me dis que si j'accepte, c'est comme si j'ouvrais la porte pour recevoir. Et accepter, c'est un peu un acte de foi. Faire confiance. Parce que ne pas accepter, c'est être dans une forme de lutte ou de conflit. Et le conflit amène toujours le conflit. Alors que l'acceptation amène l'harmonie. Et bien sûr, je fais des efforts pour être toujours le meilleur de moi-même dans chaque situation. Mais en même temps, en étant dans l'acceptation. C'est comme si j'essaye d'attirer à moi ce qu'il y a de mieux.
en acceptant les autres. J'accepte de ne pas les juger, de ne pas les critiquer et de ne pas les blâmer. J'accepte. Alors, je terminerai avec une formule étrange qu'on dit souvent. Veuillez accepter les sentiments les meilleurs. Tu sais, c'est un peu... mais c'est sympa non plus aussi de demander à l'autre. Veuillez accepter. Ou agréer. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas remettre les compteurs à zéro parce que les autres ne remettent pas les compteurs à zéro. Les autres ne mettent pas le compteur à zéro, mais toi, tu peux mettre le tien à zéro. Tu peux annoncer ça haut et fier sur ton drapeau, hein, sur ton t-shirt. Mon compteur est à zéro. Et vous? Un bon t-shirt, ça. Mon compteur est à zéro. Et vous? Ouais, notre compteur doit être indépendant des autres. C'est pas grave si les autres le font pas. Nous, on peut le faire, on peut le mettre à zéro. Pardonner, accepter, ne pas juger. Tout ça, c'est mettre son compteur à zéro. Accepter. Le problème, justement, ça que nous, on pense que l'autre devrait mettre son compteur. Oui, c'est ça. On a des attentes. Si on acceptait qu'il n'aurait pas de compteur. Ouais. Non, on le laisse. Son compteur, il le mettra à zéro en temps et lieu, quand tu seras prêt, quand il sera capable de le faire aussi. Des fois, il y en a qui ne sont pas capables de le mettre à zéro. Mais si moi, je le mets à zéro, ça va inspirer l'autre. Les autres vont être inspirés. Quand les gens voient qu'on est plus négatif, au début, ils disent, bah, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ils piquent un peu plus pour... parce qu'ils aiment bien quand tu es négatif. Hein. Et quand ils voient que ça pogne plus, ben là, ils disent à un moment donné, écoute donc, puis ils commencent à découvrir autre chose. Puis à un moment donné, eux-mêmes changent. Éric, tu m'as intrigué. Tu as parlé d'une vertu qui était le non-jugement. Est-ce que c'est vraiment le nom que ça porte, non-jugement comme vertu? C'est très près de l'acceptation, hein, le non-jugement. C'est très près de... une espèce de vision. J'ai pensé, quelle serait la vertu du non-jugement? L'inverse du jugement. T'as une idée, Christine? Qu'est-ce que serait l'inverse du jugement? Je sais que des fois, il y a question piège quand on dit l'inverse de l'avidité. Ça, c'est un... Bon, souvent, les gens ne savent pas c'est quoi l'inverse de l'avidité. Ouais, c'est la générosité. Ça peut être la générosité aussi. Ça peut être aussi le contentement. C'est ne pas vouloir plus, c'est contenter. Ne pas juger, c'est... moi, je dis que c'est très près de l'acceptation. Hein. Parce que la non-acceptation, c'est le rejet, qui est un peu le jugement non jugé. On va chercher devoir pour la semaine prochaine. Comment on appelle le non-jugement? Peut-être ceux qui sont en ligne vont pouvoir nous le suggérer aussi. Alors, bonne soirée, bonne semaine, joyeux Noël. Om Shanti.